Madame, Monsieur, bonsoir. L'accord de pêche Maroc-UE au menu de questions d'actu ce soir. Et ce protocole de pêche entre le Maroc et l'UE expire aujourd'hui, 17 juillet à minuit, sans qu'un nouvel arrangement ne soit trouvé concrètement entre les deux parties. Du côté des autorités marocaines, 5 jours avant l'expiration de cet accord, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a été clair. Le Maroc souhaite ces partenariats plus avancés ou des partenariats plus avancés où la valeur ajoutée marocaine est plus forte. En d'autres termes, prendre de la ressource naturelle moyennant une redevance financière ne participe plus ou ne cristallise plus l'approche du royaume et de l'idée qu'il se fait d'un partenariat gagnant-gagnant. Petit rappel tout de même avant de commencer le débat. Rabat et Bruxelles avaient signé un accord d'association. C'était en 1996. Il était entré en vigueur le 1er mars 2000 et il englobe les 12 régions du royaume. Le Maroc est intransigeant sur cette question. Aucune démarche d'ordre économique ou commercial ne sera engagée avec des partenaires internationaux si elle venait à exclure une de ces régions ou de ces provinces. Concernant l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche en particulier, il a été conclu en mars 2019 et couvre donc une période de 4 ans. C'est pour ça qu'il touche à sa fin aujourd'hui, donc 17 juillet. Mais il n'est pas prêt d'être renouvelé puisque, comme je le disais il y a quelques instants, aucune négociation ne serait en cours. L'absence d'un nouvel accord entraînera la suspension de l'activité de pêche, naturellement, pour la flotte européenne dans les eaux marocaines. Et cette suspension affectera particulièrement le voisin ibérique. Car oui, l'Espagne dispose des 2/3 des licences délivrées par le Maroc aux bateaux européens pour pêcher dans ces eaux. Qu'impliquerait cette sortie de l'accord ou cette suspension pour le Royaume du Maroc? Au final, est-ce une question de droit international ou une question d'enjeux économiques ou un argument de pression politique? C'est à cette question et à toutes les questions d'actualité relatives à cet accord de pêche entre le Maroc et l'UE que nous allons répondre, et ce, en compagnie de nos invités. Avant de présenter nos invités qui sont sur le plateau, nous aurions voulu recevoir sur le plateau les représentants des professionnels de la pêche. Nous avons contacté la Fédération des pêches maritimes qui nous a pourtant donné son accord de principe, mais hélas, nous n'avons plus eu de réponse, donc c'est dommage parce que nous aurions vraiment souhaité avoir leur point de vue parce qu'ils sont également concernés par une probable suspension de cet accord marocain et aussi ils sont concernés parce qu'ils devraient nous communiquer tout simplement ou nous présenter leur point de vue en tant que professionnels de cet accord et aussi du nouveau concept que pourrait prendre cet accord et qui pourrait éventuellement leur profiter davantage. Mais dommage, ils ne sont pas là. Mais nous allons tout de même analyser sur le volet géopolitique et de relations internationales, mais aussi sur le volet économique en compagnie de mes deux experts ce soir. Zakaria Boudaha, bonsoir. Bonsoir Madame Khadija. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Bienvenue à vous sur ce plateau. Merci beaucoup. Un plaisir renouvelé également de recevoir Abdel Latif Komad, doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Komad, bonsoir. Bonsoir Khadija et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Toujours un plaisir de vous recevoir et d'échanger avec vous, messieurs. C'est réciproque. Si Zakaria Boudahab, alors, que dit le droit international? C'est-à-dire, en gros, concrètement, avec des termes très digestes et que le Marocain lambda peut comprendre, si cet accord touche à sa fin aujourd'hui à minuit, que signifie cela? Il va cesser de produire ses effets juridiques. Qu'est-ce que nous entendons par un effet de droit? Soit on crée une nouvelle obligation, soit on modifie une obligation existante. Quand on dit obligation, c'est faire ou ne pas faire. Soit encore... Telle est la question. Soit encore, c'est l'extinction d'une obligation juridique. Ça veut dire que les partenaires ou les acteurs sont déliés de leurs engagements. Donc l'accord cesse de produire ses effets de droit et par conséquent, aucune partie ne pourrait être accusée si elle n'a pas appliqué cet accord. Cependant, nous sommes dans une situation très particulière. D'abord, sur le plan de la terminologie, qu'est-ce que nous entendons par un protocole? Un protocole, oui, c'est un accord international. Si on revient à la Convention de Vienne du 23 mai 1969, il nous dit ce qui suit.
quelle que soit la dénomination d'un accord international, soit traité, soit convention, échange de lettres, modus vivendi, protocole, etc., il renseigne substantiellement sur la même réalité. Cela veut dire c'est l'expression du consentement de l'État à être lié par un accord international. Alors, quand on dit le protocole, maintenant revenons à l'accord de pêche, en fait, il y a deux choses. Vous avez ce qu'on appelle le framework, l'accord général, ou l'accord cadre, qui, il faut le rappeler historiquement, il a commencé en 88, 2 ans après l'adhésion de l'Espagne à la CE, à l'époque la Communauté économique européenne avec le Portugal. Progressivement, il a été revu, corrigé. L'accord de 2006, c'est vraiment le point de départ d'un partenariat dit durable sur le plan de la pêche. Et 2019, c'était le dernier accord. Qu'est-ce qu'on fait? On ne révisait pas en fait l'accord en tant que tel dans son intégralité, mais on ne révisait que le protocole qui était pour une durée déterminée, 4 ans, alors que l'accord était pour une durée indéterminée. Cela veut dire qu'il y a des projets qui vont continuer à produire leurs effets. Par exemple, de soutien aux entrepreneurs ou à des entrepreneurs qui opèrent dans le secteur halieutique, l'inclusion de la femme, il y a des questions liées au plan halieutis. Donc ce que maintenant, aujourd'hui, le Maroc a demandé, avec l'Union européenne bien entendu, qui ont souligné le rattachement indéfectible à la continuation de l'accord de pêche durable de 2019, c'est qu'ils vont d'abord laisser les autres programmes fonctionner au nombre de 54, comme on les a vus dans les rapports officiels, les documents officiels, mais tout simplement leur donner le temps à la réflexion pour voir après comment le prochain protocole allait reprendre les termes donc, des objectifs qui sont fixés et continuer une coopération évidemment. Mais cette coopération, vous avez dit qu'elle englobe plusieurs aspects. Effectivement, elle englobe plusieurs aspects. Et cet accord, en gros, même s'il a été revu et révisé, mais en gros, c'est un protocole qui est plus, qui n'a pas vraiment été changé dans ses termes, dans sa substance. Donc, en gros, il est plus politique qu'économique. Alors, je dirais qu'il y a les deux en même temps, puisque le protocole reste dans des dimensions et des paramètres très techniques, par exemple les zones de pêche, parce que ce n'est pas toutes les espèces qui sont permises. Hein. Vous avez les tonidés, les céphalopodes n'en font pas partie. Moi, j'ai écouté les représentants des fédérations s'exprimer. D'ailleurs, ils ont jubilé. Hein. Là, pour la plupart, ils ont dit qu'aujourd'hui, le secteur est plus mûr, mature, il est apte à se prendre lui-même, et en même temps, pour que le plan halieutis puisse mieux fonctionner in situ. Alors, le protocole fixe également la contrepartie financière qui, à mon sens, véritablement est dérisoire. Elle est au-dessous, en réalité, de la valeur ajoutée. C'est pour ça que je dis que finalement, oui. Il a plus cette empreinte politique qu'économique. Parce que, comme vous l'avez expliqué à très, très juste titre, le Marocain ne profite pas réellement, économiquement, comme il se doit, en tout cas, de cet accord de pêche avec l'UE. Tout à fait. Et ce qui a été dit par monsieur le ministre des Affaires étrangères, que normalement le Maroc voudrait se démarquer d'une approche mercantiliste. En fait, ce n'est pas venez pêcher et on va recevoir une contrepartie financière. Parce qu'au final, et je suis tout à fait d'accord avec vous, Madame Khadija, parce qu'il faut s'inscrire l'accord de façon générale, y compris les protocoles subséquents ou les protocoles qui l'accompagnent, ce sont des annexes faisant partie intégrante de l'accord en tant que tel. C'est-à-dire que le juge, quand il interprète l'accord, il interprète en même temps les éléments connexes, y compris les annexes, les protocoles, etc. Aujourd'hui, il faut partir vers de nouvelles perspectives, dans de nouvelles directions, peut-être des accords de nouvelle génération. On pourra y revenir dans la discussion. Alors, avant de parler de la fin de cet accord, si on pouvait, professeur Komat, dresser un bilan du dernier protocole de pêche, donc 2019-2023. Alors le bilan, en fait, parce qu'il y a des instances qui évaluent, d'ailleurs la commission qui s'est tenue le 13 juillet a procédé à une évaluation des 4 années. Alors l'évaluation, elle a été en fait estimée par les deux parties comme positive. Parce qu'au-delà, bien sûr, il y a l'aspect financier, comme l'a dit Zakaria Boudahab. En fait, l'impact financier, aujourd'hui, on l'estime aux alentours de 200 millions d'euros pour les 4 années. Ça veut dire une moyenne de 50 millions d'euros par année, qui ne représente pas grand-chose par rapport, en fait, aujourd'hui, ce que récolte le Maroc de ce secteur. Il faut dire que c'est un secteur, aujourd'hui, qui pratiquement emploie d'une manière indirecte plus de 500 000 personnes et d'une manière directe aux alentours de 200 000 personnes qui pratiquement
constitue 50% des exportations agroalimentaires. Donc, c'est pratiquement des exportations de 28 milliards de dirhams pour 2022. Ça veut dire que les 50 millions d'euros ne représentent pas grand-chose sur un plan. C'est dérisoire par rapport au potentiel. Par rapport au potentiel. Et d'ailleurs, même au niveau de l'Union européenne, ils estiment, bon, il y a des instances d'évaluation, même européennes, qui estiment que pratiquement sur $1 investi, plutôt €1 investi, c'est pratiquement 3 € qui sont récoltés. Ah ouais. Ça veut dire qu'il y a une valeur ajoutée qui est assurée pour l'Union européenne. Donc, pour dire que sur le plan économique, le volet financier ne représente pas grand-chose. Il faut dire que, bien sûr, on espère, et c'est le cas également de l'évaluation qui a été faite, c'est qu'il y a d'autres aspects. Il y a tout ce qui est assistance technique, tout ce qui est formation, tout ce qui est assistance aux entrepreneurs, etc. On estime que ces aspects-là sont positifs. Mais je dirais que le Maroc a raison aujourd'hui de dire, d'ailleurs c'est au-delà de la pêche, hein, aujourd'hui c'est une orientation générale dans notre pays, sur deux plans. Tout d'abord au niveau de notre économie. On voudrait être une économie à plus de valeur ajoutée, pas seulement au niveau de la pêche. Dans tous les pans de l'économie marocaine, aujourd'hui les objectifs à l'horizon 2035, c'est la création de plus de valeur ajoutée. Il se trouve qu'au niveau de la pêche, notamment dans les relations avec l'Union européenne, il n'est pas basé sur la valeur ajoutée, c'est l'exploitation des ressources halieutiques. Et donc ça, ce n'est pas dans l'intérêt du Maroc. Donc ça, c'est une tendance lourde. Le Maroc voudrait créer de la valeur ajoutée au niveau de Comment crée-t-on de la valeur ajoutée? Alors, c'est de la transformation. C'est de la transformation, essentiellement de la transformation, oui. Parce que exploiter les ressources halieutiques et les débarquer au niveau des ports européens, le Maroc, finalement, ne crée aucune valeur ajoutée. Bon, c'est vrai qu'il y a l'obligation de débarquement dans des ports marocains, absolument, de transformation, mais ça reste quand même, par rapport au gros, ça reste quand même une infime partie. C'est pas assez, c'est pas suffisant. Effectivement. Et puis ça crée pas beaucoup de jobs non plus pour les Marocains. C'est pour ça, au fait qu'il est aujourd'hui souhaitable, et d'ailleurs ce qui a été évoqué par le gouvernement marocain, c'est justement de faire en sorte qu'il y ait plus de valeur ajoutée. Alors, bien sûr, la négociation aujourd'hui porte sur ces aspects-là. Ce qui n'est pas dit, peut-être, c'est qu'il y a bien sûr d'autres dimensions. D'ailleurs, on va en parler, parce que le Maroc aujourd'hui place, au-delà de l'aspect économique, la question de l'intégrité territoriale, de la reconnaissance des zones au niveau du sud du Maroc. Comme aujourd'hui, on fait une chose inalignable sur laquelle on ne peut pas revenir. Et bien sûr, on se donne le temps. On se donne le temps parce qu'aujourd'hui, il y a un travail qui se fait sur le plan juridique, sur le plan politique. On se donne le temps justement pour reconstruire notre proposition sur le plan économique. Parce qu'il faut dire que nous avons également notre stratégie. Notre stratégie, c'est de développer le secteur en interne, la stratégie halieutique. Mais il faut dire qu'il n'y a pas une contradiction. Ce n'est pas, si on veut aller vers un développement de notre stratégie interne, c'est au détriment des relations internationales. Le Maroc, aujourd'hui, est en relation avec le Japon, avec la Russie. On est pour la souveraineté, mais on n'est pas aussi dans le nationalisme. Exactement, à outrance, tout à fait. Effectivement. D'ailleurs, dans la foulée, le Maroc développe des partenariats avec d'autres pays. Le 4 juillet, par exemple, il y a un mémorandum avec la Chine. D'accord. Et on en parle aussi de cette cour britannique, rappelons-le, c'était le 25 mai dernier, qui avait rejeté la requête d'un organisme qui voulait remettre en cause l'accord d'association liant le Maroc au Royaume-Uni. Et encore une fois, là, c'était par rapport aux différends sur le Sahara. Et c'est pour ça que le débat aujourd'hui qui est posé, s'il s'agit en fait d'une question juridique, elle a été tranchée par un pays qui a quand même une assise juridique très importante, qui est la Grande-Bretagne, dans lequel un tribunal a étudié la dimension juridique et l'a donné droit au Maroc. C'est ça. D'accord. Maintenant, on se dit, est-ce qu'au niveau de l'Europe, il n'y aurait pas la question politique? Mais il faut dire également une chose, c'est qu'au niveau de l'Europe... Parce qu'il y a eu une décision du Parlement européen aussi, rappelons-le, en 2021, c'était il y a 2 ans. Donc, et même au niveau de l'Europe, il faut faire la part des choses. Parce qu'il faut rappeler que la Commission européenne a interjeté justement la décision du Parlement européen. Pour dire on avait parlé d'ailleurs dans une émission ici. On est plutôt appuyé par la Commission européenne. S'il demande, c'est pas contradictoire entre toutes ces instances censées représenter la même entité qu'est l'Europe. C'est-à-dire on a la Commission européenne qui dit non, en fait, clairement, à une décision du Parlement européen. En fait, c'est la nature juridique et politique de l'Union européenne
qui, pour parler comme Debré, un objet politique non identifié. Ce n'est pas un fédéralisme achevé, comme les États-Unis. Ce n'est pas non plus une confédération élémentaire, c'est-à-dire une sorte d'association d'États. Vous avez la supranationalité. Si vous prenez le droit communautaire, c'est l'un des droits les plus compliqués au monde. Parce qu'il y a des matières qui sont communes, il y a des matières qui sont partagées, il y a des transferts, etc. Vous prenez la politique culturelle, il n'y a pas de politique culturelle commune ou audiovisuelle. Et même dans les summa divisio de la production juridique de l'Union européenne, vous avez les règlements qui sont d'application directe, vous avez les orientations, vous avez les directives, etc. Et parfois, il y a même des récalcitrants. La Pologne, la Cour constitutionnelle, une fois, avait rejeté un droit européen, c'est-à-dire un règlement sous prétexte qu'il n'était pas compatible avec ses intérêts. Alors, justement, vous l'avez si bien dit, Madame Khadija, l'Union européenne a connu une progression progressive, mollo-mollo, incrémentaliste. La Cour de justice a précédé la communauté économique européenne. Et déjà, on savait très bien que, par exemple, le projet de communauté européenne de défense également a précédé la CE. La CE, c'est une fusion de 3 traités fondamentaux. Premièrement, le marché commun. Au départ, c'était une union douanière. Ouais. Ensuite, Euratom, c'est l'Europe de l'énergie atomique. Et puis, troisièmement, la CECA, c'est-à-dire la communauté économique du charbon et de l'acier. Progressivement, le Parlement européen, par exemple, n'a pris de l'allure qu'à partir de fin des années 70. Parce qu'au départ, il n'était pas élu au niveau de ses membres dans le cadre du suffrage universel direct. Et il a pris une revanche, parce que les parlementaires se considèrent comme étant dépositaires de la souveraineté populaire. Vous voyez, il y a même des tensions au sein des institutions de l'Union européenne. Et comme le vient de le rappeler C. Comets, en fait, c'était le Conseil de l'Union européenne qui avait introduit l'appel, que ce soit en 2015, après la fameuse décision de décembre 2015, souvenez-vous, Madame Khadija, on a parlé de ça, soutenu par la Commission européenne et soutenu par des pays comme la France, comme le Royaume-Uni, comme l'Allemagne, etc. Donc c'est la même chose. Et donc vous avez, si vous voulez, un peu des autonomies au sein même de l'Union européenne, parce que les juges se croient être dépositaires d'une sorte de droit de contrôle des actes produits par l'Union européenne, c'est-à-dire revenir à l'état de droit. Voilà, elle est comme ça, il faut traiter avec... Juste, puisqu'on en parle, la Commission européenne a fait appel donc à ce jugement du tribunal de l'UE. Alors, le verdict n'est pas attendu pour cette année, il est attendu pour 2024. Il peut tomber à n'importe quel moment, même en décembre 2023, sinon au maximum, on ne peut pas dépasser une année, c'est impossible. Mais alors, est-ce que justement, est-ce qu'il y a une relation de cause à effet? Vous avez tombé sur le point névralgique. Voilà, est-ce qu'il y a une relation de cause à effet entre l'arrêt, donc ce soir à minuit, 17 juillet, de ce protocole d'accord et la décision finale, après l'appel de la Commission européenne? Je suis très convaincu qu'effectivement c'est cela, la problématique majeure. Puisque revenons en arrière, les tractations qui ont conduit à l'adoption de l'accord de pêche, mais également à l'accord, retenez bien l'appellation, elle est un peu compliquée et longue, sur la libéralisation des produits agricoles, des produits de la pêche et des produits du poisson. C'est un peu bizarre comme appellation. Il y avait 2 types d'accords parallèlement qui ont été adoptés. Par qui? Par le Parlement européen. C'était quand? C'était avant mai 2019, c'est-à-dire son renouvellement. C'était à partir de février. Okay. Ah ben oui, mais bien sûr. Mais à l'époque, il n'y avait pas de crise migratoire avec l'Espagne, il n'y avait pas un bon potoche, il n'y avait pas tout ce tralala, excusez-moi de l'expression. Et donc, on a validé l'accord, parce que le Parlement doit valider les accords extérieurs de l'Union européenne. Ceci dit, de la part du Maroc, je crois que c'est un modus operandi entre les 2 parties. D'abord à Bruxelles, ils ont convenu de maintenir ce partenariat, se sont félicités même de son caractère exceptionnel, ses retombées positives sur toute la population, y compris celle qui vit au sud. Mais en même temps, comme disait Seromat, plus d'interaction entre la donne interne et les accords extérieurs, plus de valeur ajoutée pour le Maroc, mais en même temps, donnons-nous le temps de réfléchir à une nouvelle doctrine pour concevoir ce projet dans un cadre plus large, partenarial, non seulement avec l'Union européenne, mais avec d'autres contributions, prenant le cas le projet des États africains atlantiques, l'économie bleue aujourd'hui. 3e aspect très important et non des moindres, c'est le repos, le renouvellement de la ressource et la dépollution, et lutter contre la pêche illégale. Et je crois que c'est intelligent de la part du Maroc, mais aussi des principales institutions de l'Union européenne. Alors, je disais tout à l'heure que l'Espagne est le pays qui, on peut le dire, s'inquiète. Oui. Et qui a toutes les raisons pour s'inquiéter, parce que là, on a les flottes andalouses, galiciennes et canariennes, et principalement galiciennes, qui
qui profite de ces licences pour pêcher dans les eaux marocaines, professeur Komat, il y a des discussions. Comment, en tout cas, l'Espagne peut... Quel serait l'impact d'abord, si c'est suspendu? On annonce quelques aides pour les pêcheurs, mais est-ce que c'est suffisant vraiment pour ces pêcheurs? En fait, l'impact, oui, il y a un impact économique, un impact social. Il faut rappeler que quand même le secteur de la pêche est un secteur très très important en Espagne. Donc il y a du lobbying, il y a de la pression. Au-delà, bien sûr, de l'aspect financier, bien sûr, il va y avoir, et c'est déjà prévu, des subventions justement pour soutenir les... On parle de 300 000 € de subventions, on ne comprend pas. Enfin, c'est-à-dire que comment un État peut exactement, sur la durée, subventionner autant de pêcheurs D'ailleurs, l'Espagne, vous l'avez dit, quel serait l'impact, quelle serait la contribution, quel pourrait être justement le rôle de l'Espagne pour influencer un peu les instances européennes. D'ailleurs, ils ont commencé... J'ai pas dit ça, mais si vous voulez en parler. Mais effectivement, parce qu'ils sont les principaux concernés. Ils ont commencé à le faire. Donc, ils ont commencé à le faire. D'ailleurs, il y a le ministre de l'Agriculture et de la Pêche qui a fait une déclaration comme quoi il soutient justement la continuité du partenariat avec le Maroc. Ça a été toujours le cas, parce qu'il faut le rappeler que ces accords Maroc-Union européenne en matière de pêche, ils ont connu des perturbations dans le passé. Il y avait des périodes d'arrêt, de reprise, de renégociation, et l'Espagne a toujours été, bien sûr, pour la continuité, parce qu'effectivement, c'est l'Espagne qui en profite beaucoup, vous l'avez dit. C'est 92 licences sur les 138, pratiquement plus des 2 tiers. C'est justement c'est la flotte espagnole. Alors maintenant, moi je crois que certainement il y a des contacts, il y a des négociations qui se font dans la foulée. Mais il faut. C'est la course contre la montre. De toute façon, là, c'est ce soir à minuit. Il devrait. Bon, maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on va s'arrêter aujourd'hui à minuit, ça c'est certain. Donc il n'y a plus de bateaux européens à partir de ce soir minuit. Effectivement, sur les eaux marocaines. Oui, bien sûr. Et ce n'est pas pour demain que ça sera conclu. On est parti pour quelques semaines ou quelques mois. Les plus optimistes parlent de septembre. Et il y en a qui disent que ce verdict pourrait même tomber au mois de septembre. Bon, certains disent pas avant 2024. Exact. Bon, si on veut être, je dirais, proche de la réalité, on peut dire que vers le mois de décembre. Entre les deux. Voilà, alors maintenant, c'est tout ça que vous disiez décembre tout à l'heure. Mais maintenant, ça nous donne. Bon, le Maroc. Mais du coup, voilà, on a parlé pour de l'impact économique sur les pêcheurs espagnols et le Maroc. Le Maroc, à part, bon, bien sûr, il y a cet aspect financier, on en a parlé, ce n'est pas énorme, ce n'est pas ça qui va déranger le Maroc sur un plan financier. Maintenant, il y a d'autres volets, tout ce qui est assistance technique, etc. Moi, je crois, bon, d'ailleurs, c'est ce qui a été dit par le professeur Aboudar tout à l'heure, qu'on est, parce qu'il y a deux dimensions. Il y a le partenariat, développement durable dans le domaine de la pêche qui continue, parce que le partenariat stratégique Maroc-Union européenne ne s'arrête pas. Il y a des protocoles qui reviennent pour gérer des périodes limitées. On est 2019-2023 qui s'arrête, mais le partenariat stratégique, il continue. Oui, naturellement. Alors certainement, dans ce partenariat, il y a des choses qui vont continuer et on ne va pas couper les ponts. Aujourd'hui, ce qui remet en cause, c'est surtout l'exploitation des ressources halieutiques par des bateaux européens. Mais les autres dimensions, tout ce qui est formation, assistance technique, etc., certainement, on va continuer à collaborer. Alors, pour le Maroc, bien sûr, ce qui manque, c'est cette ressource financière, mais on espère continuer les autres aspects. Mais également, on est gagnant sur d'autres volets, parce que le Maroc, aujourd'hui, a sa stratégie. Donc, ça nous amène aujourd'hui à réfléchir, notamment, d'ailleurs, c'est ce qui a été dit par le ministre des Affaires étrangères, à plus de valorisation, à soutenir l'investissement, à développer la formation, etc. Donc, on doit... comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de contradiction entre l'orientation internationale et le développement en interne, mais ça nous remet en cause notre souveraineté, c'est-à-dire qu'on devrait travailler davantage en souveraineté, bien que cette coopération avec l'Union européenne ne remet pas en cause notre souveraineté, mais ce genre d'arrêt nous incite à développer des politiques internes intégrées. On parle de valorisation, on devrait travailler davantage la valorisation, la formation, etc. Même un taux d'intégration, comme ce qu'on a pour l'automobile et l'aéronautique, il faut peut-être aussi l'inclure dans une industrie halieutique qui a son poids, et vous avez parlé d'économie bleue, et qui est appelée à jouer un rôle décisif à l'avenir en ce qui concerne la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire. Alors, il faut dire que ce genre d'arrêt, il faut le dire, c'est que
ça marque également des transitions. Et ça remet Alors, les pendules à l'heure, ben oui. Le Maroc, aujourd'hui, n'est pas le Maroc. Bon, les premiers accords ont été signés en 88, puis de 96, entrée en vigueur 2000, mais le Maroc d'aujourd'hui n'est pas le Maroc d'il y a 30 ans. Tout d'abord en termes de partenariat. Aujourd'hui, d'ailleurs, au niveau de la politique étrangère, au niveau de toutes les politiques menées par le Maroc, c'est d'égal à égal. Nous ne sommes plus dans l'assistance. Nous ne sommes plus dans la dépendance. Les relations, c'est des partenariats gagnant à gagnant. D'ailleurs, c'est ce qui est évoqué au niveau de la déclaration. Ce qui est évoqué dans le protocole de paix, c'est une aide financière de l'UE. Alors, on n'est plus là. On est demandeur. On n'est plus demandeur que l'aide financière. On est demandeur de partenariats gagnant-gagnant. Ça, c'est le premier aspect. C'est la nature des partenariats qui est en train de changer. La deuxième chose, c'est qui cadre avec de nouvelles orientations en ce qui concerne la profondeur stratégique du Maroc. On parle de développement durable, on parle de l'économie bleue, on parle des énergies renouvelables. C'est beaucoup de choses sur lesquelles peut-être auxquelles on ne donnait pas beaucoup d'importance dans le passé. Aujourd'hui, ces aspects-là, ils sont prioritaires et stratégiques pour le Maroc. Et tout ce qui est partenariat, notamment parce qu'on est sur 1 million de mètres, parce que le territoire aujourd'hui maritime marocain, il s'étend sur une superficie énorme. Donc il y a un intérêt, au-delà halieutique, il y a un intérêt également de développement durable, de préservation des richesses, etc. etc. Et donc le Maroc, c'est pour ça que le volet scientifique également figure et la protection des richesses figure. Aujourd'hui, il ne s'agit pas que d'exploiter, mais il s'agit de préserver, il s'agit de développer, il s'agit d'assurer la durabilité. Et tous ces aspects-là, aujourd'hui, entrent en jeu lorsqu'il s'agit de négocier des accords de partenariat, notamment avec l'Union européenne. Et pour dire que, bon, c'est un arrêt, mais c'est un arrêt qui nous permet de réfléchir, de consolider notre stratégie, mais également de faire prévaloir aujourd'hui l'intransigeance du Maroc, notamment sur la question de son intégrité territoriale. Vous l'avez dit, l'accord avec l'Union européenne, au départ, c'est les 12 régions. Tout ce qui se fait aujourd'hui avec le Maroc, c'est les 12 régions. Donc l'accord de coopération... C'est à prendre ou à laisser. Voilà, c'est ça, en package. Yeah. Même si, effectivement, c'est cette idée de package qu'il faut revoir aussi, parce que c'est une question de package. L'origine, j'ai envie de dire, de cet accord, c'est un package économique, politique, immigration, etc. Écologique, etc. Tout à fait. Mais ma question, elle peut vous paraître naïve peut-être, mais... Bon, alors si l'Espagne est la principale concernée, est-ce qu'il y a moyen, et selon le droit international, de nouer des partenariats bilatéraux, et non dans le cadre de l'UE, avec un partenaire tel que l'Espagne, en ce qui concerne la pêche? Zakaria Boutaheb. Très bonne question. Juridiquement, l'Espagne, compte tenu du fait qu'elle fait partie du marché unique de l'Union européenne, et compte tenu du fait qu'il y a un commissaire à l'agriculture et à la pêche, et donc il y a une politique commune de la pêche, elle ne pourra pas, du fait de cette compétence exclusive qui revient aux institutions européennes, de conclure un accord bilatéral similaire. Cependant, comme il y a des montages juridiques intelligents qui peuvent, on va dire, atténuer cette exclusivité ou cette exclusion, les joint ventures, vous savez, la déclaration entre l'Espagne et le Maroc datant du 2 février 2023 à l'occasion de la réunion de haut niveau entre les deux parties. Et le 1er février, c'était la rencontre des opérateurs, ce qu'on appelle le forum des opérateurs. Je le crois fort bien, les deux parties peuvent chercher des formules alternatives transitoires qui permettent d'atténuer, notamment au regard des pêcheurs espagnols, mais aussi éventuellement portugais, parce que récemment, le chef du gouvernement marocain a fait le déplacement. Et les deux parties, précisément, ont une position aujourd'hui très constructive par rapport à l'intégrité territoriale du Maroc. Deuxième aspect, ça a été dit par ces comètes, c'est le droit de la mer. Il y a la convention de Montego Bay de 1982. Le Maroc l'a ratifiée en 2007. Il a déposé ce qu'on appelle les instruments de délimitation. Il y a des problématiques du plateau continental et j'en passe. Dans cette feuille de route, il était question aussi de traiter ces questions de délimitation avec le dialogue, la transparence, s'abstenir de prendre des mesures unilatérales. Mais il y a une chose, Madame Khadija, c'est les élections législatives du 23 juillet. C'est un autre facteur précisément. C'est bien de le rappeler parce que c'est dans une semaine. Hein. C'est vraiment le dernier compte à rebours, le final countdown avant le prochain gouvernement espagnol. Et nous allons voir quelle sera la position de l'Espagne par rapport à sa politique. Au regard du Maroc, il faut donc attendre que le gouvernement se constitue, probablement, on ne sait rien, si c'est Pedro Sanchez ou son rival, parti... voilà, le parti et le Partido Popular, plus les autres partis Vox, Ciudadanos, etc., etc. Vous voyez, donc le Maroc a vu bien d'abord de dire qu'aujourd'hui,
il n'y a pas une conjoncture favorable, mais il ne nous l'a pas dit expressis verbis. On comprend très bien qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'annuler, mais tout simplement de marquer un temps d'arrêt, d'avancer des arguments globaux, objectifs et généraux, mais il y a le dessous des cartes. Le dessous des cartes, c'est qu'il y a au moins 3 plaques tectoniques, si je puis m'exprimer ainsi. Premièrement, la question de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Encore une fois, je ne sais pas s'il va précéder le renouvellement du Parlement européen prévu en mai 2024. Également, la 3e plaque tectonique, c'est les élections espagnoles du 23 juillet. Alors, Sanchez ou Feijóo, quel que soit le vainqueur ou le prochain Premier ministre ou chef du gouvernement espagnol, quel que soit ce leader, eh bien, la position de l'Espagne vis-à-vis du Maroc n'a pas réellement à changer. L'Espagne, en ce moment, préside, Madame Khadija, le Conseil de l'Union européenne pour 6 mois à partir du 1er juillet de cette année. Il faut dire aussi que lorsque l'Espagne présidait aux destinées de l'Union européenne, les principales décisions favorables ont été prises. Souvenons-nous, le statut avancé, je crois que c'était soit l'Espagne, soit la France. Le premier sommet entre le Maroc et l'Union européenne, c'était à Grenade, en mars 2010, et ainsi de suite. Mais selon moi, ma lecture, en fait, ce n'est pas systématique que le Parti populaire aille prendre des positions défavorables par rapport au Maroc. Parce qu'en politique, quand on est dans l'opposition, on est dans la bulle de confort, mais quand on est dans les affaires... On doit attaquer l'adversaire, donc on va le critiquer sur tout ce qu'il fait. Mais après, quand on est au pouvoir et qu'on connaît les enjeux et l'importance d'un tel partenaire comme le Maroc, la Feijóo, il n'a pas de toute façon... Mais bien sûr, tous les dossiers sont imbriqués. Oui. Je me souviens, la feuille de route qu'on a citée tout à l'heure, c'est à peu près 70 paragraphes. C'est un chantier titanesque. Quid de la candidature commune avec l'Espagne et le Portugal, quid de projet de liaison fixe, la question de l'immigration, l'opération Marhaba, etc. etc. Et il y a eu ce rejet de la proposition du Polisario, professeur Abou Dahab. Par rapport à... Il y a eu le rejet de l'offre du Polisario par rapport justement à cet accord de pêche entre le Royaume du Maroc et l'Espagne. Ça me fait rire. Non, mais il faut le dire, parce que bon, ça a été précisé par le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, Luis Planas. Tout à fait. Ils ont vraiment... C'est le cas de le dire. Ils n'ont pas honte. Exact. C'est une entité. C'est une entité factice. Ce sont des mercenaires et qui, quand même, osent faire des propositions à un État souverain qu'est l'Espagne. C'est pas possible. D'abord, c'est une entité, n'est pas un sujet de droit international. Elle n'est pas redevable d'obligations vis-à-vis de la communauté internationale. Elle ne peut pas produire des droits et elle ne peut pas participer à des négociations internationales. Donc, c'est nul et non avenu. Ça, d'une part. D'autre part, c'est surréaliste et c'est un peu, comment dirais-je, c'est une rêverie, c'est un souhait. Mais je crois que c'est les derniers cris, les dernières cartouches qui sont lancées. Ce n'est pas sérieux, bien entendu. Et le gouvernement espagnol sait très très bien que c'est le Maroc qui détient l'exclusivité de la négociation sur ses mers territoriales et notamment sur la zone économique exclusive qui fait 200 000 marins. Ce sont des zones très poissonneuses. Il y a une projection aujourd'hui extrêmement importante sur le plan atlantique. Je crois que l'idée du Maroc d'associer... Parce que là, c'était l'appel de M. Borreta, les États européens atlantiques au processus des États africains riverains de l'Atlantique. Oui. Donc, il louchait vers l'Espagne et le Portugal, le Royaume-Uni, qui est débarrassé des lourdeurs institutionnelles de l'Union européenne. Après le Brexit, là, on peut peut-être chercher quelques formules un peu alternatives qui puissent au moins permettre à ces pêcheurs de pêcher et puis voilà, continuer leurs affaires. Ceux qui ne manquent pas de formules alternatives pour faire du lobbying, ce sont les Algériens qui cherchent par tous les moyens de torpiller le renouvellement de l'accord, messieurs. On en parle quand même dans cette émission, et notamment au sein de ce Parlement européen. Et on a vu les fruits de ces tentatives de torpillage. Abdelatif Komat. En fait, c'est des choses que nous sommes habitués à chaque fois qu'ils ont l'occasion, mais ils savent que c'est des choses qui ne riment à rien parce que, en fait, les fondements sur lesquels se base le Maroc, ils sont sérieux, mais en fait, ils ne ratent pas l'occasion pour s'asseoir sur des circonstances, même s'ils ne sont pas fondés. Par exemple, le fait que le Polisario se propose justement pour conclure un accord avec
l'Europe, pour la pêche, c'est des choses, c'est des bêtises, c'est des choses insensées. Mais des bêtises qui ne viennent pas de nulle part. Enfin, je veux dire, si c'est le Polisario qui s'exprime, c'est juste parce que l'Algérie ne peut pas réellement s'exprimer, parce qu'ils ne sont pas censés être partie prenante dans ce conflit imaginaire. Enfin, effectivement. ce faux conflit. Mais pour revenir, je dirais aux choses sérieuses. Oui, vous avez bien, évoqué l'Espagne. L'Espagne, moi je crois que une décision comme celle qui a été prise par le gouvernement actuel de l'Espagne, elle est au-delà de l'aspect politique. Il faut dire que l'Espagne, c'est le pays, c'est la puissance qui a occupé le sud du Maroc avant 1975. Et si aujourd'hui il prend des décisions en faveur de l'intégrité territoriale du Maroc, c'est parce qu'il y a des dimensions que peut-être n'ont pas d'autres pays, notamment une dimension historique, oui. une dimension juridique. Ce n'est pas seulement un acte politique. Et c'est difficile de changer, même s'il y a un nouveau parti ou s'il y a un nouveau Premier ministre, c'est quand même, moi je dirais, il y a la crédibilité d'un État, il y a la crédibilité de prise de décision. Pour dire que moi je reste optimiste parce que pour les relations avec des pays bien assis, hein, on parle de l'Espagne, on parle de la France, on parle de même la France. Vous avez quand même un peu hésité. De la Grande-Bretagne, etc. Hésité. Vous êtes arrivé à la France. Il y a de la profondeur. Hein, il y a de la profondeur et finalement la vérité finit par s'éclater. Et la vérité telle qu'on la vit au Maroc, on en est conscient, on est convaincu. Et je sais que ces pays-là également, ils ont des fondements historiques, juridiques, sur lesquels la position du Maroc, il est clair. Bien sûr, il y a d'autres calculs, il y a d'autres paramètres, mais je crois que les démocraties qui sont ancrées connaissent très bien en fait les choses dans leur profondeur, et c'est le cas notamment de l'Espagne. C'est pour ça que l'Espagne, moi je crois, c'est des relations très solides. Il peut y avoir parfois des variations sous pression, parce qu'il faut dire qu'il y a des lobbying, mais les fondements, ils restent, et la relation entre le Maroc et l'Espagne est une relation très profonde. Oui, très, très profonde, certainement, avec, bien sûr, on connaît les petits troubles qu'il peut y avoir de mésentente, absolument. Alors, de mésentente, et aussi, puisqu'on a parlé, je reparle de l'Algérie, parce que bon, il est clair qu'aujourd'hui, avec ce nombre quand même important, et vous avez parlé de pays qui comptent, et de pays qui pèsent sur la scène internationale, qui reconnaissent la marocanité des provinces du Sud. Aujourd'hui, c'est une évidence. Les États-Unis, et là aujourd'hui Israël. Donc, le Maroc aussi donne un signal à l'Union européenne pour que cette entité, en gros, suive l'orientation et les prises de position de ces poids lourds, pour ne citer que l'Allemagne, ou l'Espagne et d'autres pays. Tout à fait. Pardon, aussi Abu Dhabi. Tout à fait. Je voudrais quand même préciser une chose, c'est que l'opposant aujourd'hui, c'est-à-dire le rival de M. Pedro Sanchez, avait peut-être reproché à celui-ci de ne pas avoir pris l'avis peut-être du Parlement espagnol, et en même temps, pour qu'au final, ça soit une décision de l'État. Moi, je sais que le roi d'Espagne, à partir même de janvier 2022, avait adressé un message royal dans lequel il a souhaité que le Maroc et l'Espagne puissent aller vers de nouvelles perspectives et aillent dans le sens de la création de nouveaux accords, nouvelle génération. Ça, c'est important. Ce qu'il faut maintenant, c'est sécuriser les décisions stratégiques, parce qu'elles engagent les deux pays et, par ricochet, l'Union européenne. Parce que l'Union européenne soutient un certain nombre de projets dans le cadre de la triangulation, ce qu'on appelle la triangulation. Vous avez par exemple Maroc-Espagne, appuyé par l'Union européenne, partenariat vert, etc., la régulation des migrations. Et le Maroc a énormément d'atouts. Moi, je crois que le bargaining du Maroc, le pouvoir de marchandage, est aujourd'hui perceptible, il est consistant. Pour faire maintenant la passerelle vers la question du développement des provinces du Sud, plan marocain d'autonomie, c'est un paradigme qui s'installe depuis 2007 aujourd'hui, voire même avant. Il n'y a pas de solution en dehors de l'autonomie au profit des provinces du Sud, qui va être en fait un projet pour toute la région, parce que les autonomies aujourd'hui, c'est une dynamique de démocratisation, de civilisation, de guillemets, c'est-à-dire rendre aux civils
le pouvoir majelouche vers l'Algérie, qui est une stratocratie, un régime. Mais c'est pour ça que je parle de l'Algérie, parce qu'en fait, avec tous ces pas en avant pour, encore une fois, résoudre un conflit qui est factice, qui est fabriqué de toutes pièces par ce même régime algérien, enfin les régimes qui se sont succédés, même s'ils restent très longtemps au pouvoir, enfin c'est toujours les mêmes qui contrôlent le pays, mais il est clair que il y a quand même une isolation sur la scène internationale grâce à ces efforts du Maroc pour se rapprocher davantage sur des bases solides avec ses partenaires. Alors, certaines voix algériennes crient victoire après justement l'arrêt de cet accord de pêche ce 17 juillet. Vous leur répondriez quoi? Je dis d'abord... Parce qu'ils nous regardent. Hein. À mon sens, comme disait Sikouma tout à l'heure, la vérité finit par la suite par surgir. Mais faisons un peu du constructivisme, comme disait un certain Wendt, anarchy is what states make of it. Ça veut dire c'est une question de perception. C'est-à-dire que Bouteflika Allah yarhamou disait la question de NIF. Moi, à un moment donné, je dis oui, pour eux, c'est une question d'honneur, c'est une question de bras de fer avec le Maroc, il y a une question qui va remporter la Manche. Ils sont déterminés, ancrés. Sur le plan de la rhétorique, on comprend la logique algérienne. Mais elle ne peut pas résister longtemps aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des forces globales qui vont au-delà de ces positions qui restent idéologiques. Je pense des survivances de la guerre froide. Car les grands victimes, c'est qui aujourd'hui? Ce sont les Sahraouis qui sont des nôtres. Ouais. Sa Majesté ne cesse de le dire. Et quand il s'adresse à l'Algérie, il s'adresse aux Algériens comme il s'adresse aux Tunisiens. C'est une question de temps. C'est une question d'enfermement, à mon sens, idéologique et doctrinal, il faut le dire, mais c'est une question de temps. Et doctrinal, d'ailleurs, il se félicite de cette visite en Russie, le président algérien, puis ensuite une visite en Chine. Donc vraiment, on est resté ancré dans les années... C'est-à-dire comment ils interprètent les relations... communistes. C'est ça, ils interprètent les relations internationales à partir, à mon sens, de catégories... Bon, ça convient peut-être à l'État algérien aujourd'hui, qui est encore gazier, etc. Mais pour combien de temps? Il y a des transitions aujourd'hui énergétiques. Il faut voir au-delà de 25 ans, 30 ans. L'Algérie, qu'adviendra-t-il du gaz algérien? Travaillons en commun. Aujourd'hui, c'est un facteur factice de division. Les frontières terrestres fermées, relations diplomatiques rompues. Mais il faut que l'Algérie, mais aussi le Maroc et tous les peuples du Maghreb assument leurs responsabilités. Je crois que le Maroc a fait énormément de concessions. Ce n'est pas la peine de revenir à l'histoire, mais aujourd'hui, il faut avoir une vision prospective des choses, travaillant ensemble pour le bien compris de toutes les populations, la stabilité régionale, la prospérité, etc. À mon avis, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Pour clôturer, donc on a parlé de ce partenariat. Donc vous avez dit tout à l'heure que le partenariat sur la pêche durable va se poursuivre. Alors il va se poursuivre que sur les volets d'accompagnement technique, n'est-ce pas, professeur Komat? En attendant une renégociation ou cette décision de tribunal européen. D'ailleurs, en fait, la commission qui est réunie il y a 4 jours, il a été positif sur 2 aspects. Tout d'abord sur l'évaluation de la période des 4 dernières années, donc il y a une appréciation très positive des 2 parties, mais également l'ouverture des perspectives. C'est-à-dire que nous ne sommes pas sur un arrêt d'un accord ou d'un protocole qui se fait sur la base d'une appréciation négative où on s'arrête parce que les choses ne marchent pas, parce qu'on ne veut pas les développer. Au contraire, il y a un arrêt technique, mais également dans lequel il y a une dimension politique et juridique, mais il y a la prédisposition en fait, des 2 parties, ça ce n'est question de temps, à aller de l'avant avec de nouvelles formes de partenariat. Je crois que en fait, les 2 parties se préparent pour une relance encore meilleure, avec plus de profondeur, avec plus de coopération sur la pêche, mais également sur d'autres volets. Parce qu'il faut le rappeler, la relation Maroc-Union européenne, il n'y a pas que cela, il y a énormément de partenariats et de coopération. Et les 2 parties ont intérêt à aller de l'avant. Oui, mais justement, l'agriculture n'est pas concernée par ceci. Et l'agriculture est très différente de la pêche. Il faut le préciser pour nos téléspectateurs. Pour terminer, Zakaria Boudaha. Rapidement, Madame Khadija, vous me tendez la perche, merci. Alors, il y a eu ce qu'on appelle au départ le MOU en 2010, l'accord sur la libéralisation des produits agricoles transformés, des produits de la pêche et du poisson.
Donc, on peut se poser la question si on peut mettre du poisson dedans pour vider une partie de l'accord de pêche au niveau de l'accord sur l'agriculture de façon générale. Il est entré en vigueur en 2012 et c'était là le départ des séparatistes l'ont attaqué. Maintenant, quand on parle de l'accord de pêche de l'agriculture, both, il faut qu'on raisonne simultanément. Pourquoi? Parce que l'accord n'est pas suspendu sur l'agriculture. Vous savez pourquoi? Parce que la décision de septembre 2021 n'a pas suspendu les deux accords. Ils continuent à produire leurs effets. C'est comme un peu le sursis, si vous voulez. Il suspend l'application de la sentence. Il laisse la personne en liberté, plus ou moins si je puis utiliser ce parallèle. Mais imaginons si la Cour confirme la décision antérieure, à ce moment-là, ça va dissoudre l'accord sur l'agriculture. Aussi. Ben oui, mais bien sûr. Très Ça va bien. créer un clash énorme et à ce moment-là, le Maroc demande plus de clarté juridico-politique par rapport à ces questions-là. Et puis de la clarté aussi pour les autres partenariats et d'ouvrir ces horizons parce que la visibilité est meilleure. Voilà, sur cette métaphore, cette émission touche à sa fin. En tout cas, elle était très dynamique, elle était très riche en apprentissage et surtout en clarifiant beaucoup de positions. Merci beaucoup, Abdelatif Komat. Merci, Zakaria C'est à vous, avec Boudahab. plaisir. Merci. Merci à vous pour votre fidélité à Questions d'Actu et à Média TV. Très bonne soirée.